but also it's probably going to bring some challenges for us early careers. For example, due to the productivity increase of generative AI, there's probably less positions available. People probably are going to be more demanding for new employees than before. So what we really can do at this point is to enhance your ability to incorporate AI and try to become the person who knows the best how to use AI to improve productivity at workplace. Unless generative AI updated its database and its accuracy, I won't rely on it too much at work, especially on those parts about figures. But I think it will become a useful tool to make slides, documents, and even videos. I don't think that generative AI is going to replace worker, or better, maybe some tasks can be replaced by this one, for example, the more routinized one or the simple one. But think, for example, to all that tasks that require creativity or, for example, critical thinking or even emotions. This cannot be done by machines. So I think that generative AI and humans are going to work in a parallel way, so they are going to collaborate. Bonjour à tous les deux, merci de votre présence. Laure Belluzeau, vous êtes directrice générale de Crédit Agricole Technologies et Services, et Guillaume Lefebvre, directeur général de l'IFCAM, l'université du groupe Crédit Agricole. Merci encore d'être là. Je demandais tout à l'heure aux dirigeants de BNP Paribas si l'IA générative allait révolutionner votre secteur. Comment est-ce que vous regardez les choses? Quand et comment vous êtes-vous saisi du sujet? Alors effectivement, je pense que c'est une vraie évolution. De là à dire que ça va révolutionner, sans doute pas, mais c'est un outil complémentaire qui va transformer à la fois l'expérience de nos clients et la vie au quotidien de nos collaborateurs. Donc c'est un outil sur lequel on travaille beaucoup parce que ça a des conséquences très pratico-pratiques. À quel moment vous vous êtes vraiment saisi du sujet ? Alors ça fait des années qu'on travaille sur l'IA. L'IA, on l'a beaucoup mis en place pour finalement lutter contre la fraude. Vous savez, évidemment, et malheureusement, il y a beaucoup d'attaques diverses et variées pour frauder les clients des banques. Et donc, on a mis en place beaucoup d'outils pour lutter contre la fraude, détecter les connexions bizarres et atypiques sur les comptes de nos clients et bloquer finalement ces tentatives d'intrusion malicieuse. Donc ça fait des années qu'on le fait. C'est extrêmement efficace. C'est un enjeu de satisfaction de nos clients qui est évidemment critique. C'est un enjeu économique aussi, mais l'enjeu prioritaire pour nous, c'est que nos clients ne se fassent pas finalement voler leurs avoirs chez nous. Donc ça, c'était le premier cas d'usage naturel, c'est vraiment lutter contre la fraude et les attaques cyber et variées. Ensuite, on travaille aussi sur l'IA pour d'autres utilités. D'abord, on s'est saisi de l'IA générative pour l'expérimenter d'abord pour nous. Moi en particulier, je dirige la filiale informatique et donc on s'est dit on va commencer par nous pour voir si ça crée de la valeur dans nos métiers. Alors ça crée vraiment de la valeur. On a aujourd'hui des développeurs qui travaillent avec. Vous savez que les développeurs, il y a un truc qu'ils n'aiment pas du tout faire, c'est documenter le code. Un autre truc qu'ils aiment très peu, c'est s'occuper de créer les tests. Ça, c'est vraiment des outils où l'IA générative, elle est très performante. Et donc, ça fait de la documentation de code de façon très efficace, ça aide à automatiser les tests. Et puis, c'est un outil aussi pour guider les développeurs, pour gagner en efficacité dans la façon dont ils développent et gagner en qualité de développement. Donc ça marche. On est vraiment, pour le coup, en train de l'expérimenter à grande échelle et je pense qu'on va le généraliser avec quand même une vraie attention sur est-ce qu'on le donne à tous les profils ou pas. Ça, c'est une vraie question. Et puis après, on travaille pour nos clients. Et pour nos clients, il y a plein d'usages. Je vous donne un exemple. Celui sur lequel on est le plus avancé, c'est l'aide à la réponse aux mails des clients. Un conseiller de clientèle, aujourd'hui en agence, il reçoit énormément de mails de ses clients. L'enjeu, c'est à la fois de répondre vite et bien. Et donc l'IA générative, ça permet quoi? Ça permet de bien détecter le sens du mail, préparer une proposition de réponse. Et finalement, le conseiller, il a juste à regarder, valider que c'était bien l'enjeu. Et puis derrière, on a une réponse rapide, efficace,
Bon, et puis le petit plus, c'est sans faute d'orthographe et de grammaire, donc c'est top. Un vrai plus. Vous l'avez évoqué, sur la question des risques, où placez-vous le curseur pour pérenniser une solution? Si on vous comprend bien, si on vous entend bien, en ce moment, vous testez, et puis en fonction des résultats, des risques, vous pérennisez. Où on place le curseur? Alors nous, vous l'avez imaginé assez facilement, hein, dans la banque, on est omnubilé par les risques. Et pour tout vous dire, la première chose que j'ai décidé, c'est d'interdire ChatGPT et tous ces homologues. Pourquoi est-ce qu'on a pris la décision? Dès que c'est sorti, hein, dans les 15 jours, on a interdit. Ah oui, très vite, très rapidement. 15 jours. Pourquoi? C'est pas du tout parce que c'est pas bien, hein, c'est extrêmement fascinant et enthousiasmant d'utiliser ces outils-là. C'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des données de nos clients qui sortent dans ChatGPT, qui est un outil public, et c'est pareil pour ces homologues, hein. Donc il y a une question de préservation des données de nos clients et de nos entreprises qui fait qu'on a tout de suite mis des barrières. Donc ça, c'est important d'avoir cette obsession des risques pour qu'il n'y ait pas de données confidentielles. Et il y a des grands noms de l'industrie, hein, qui ont ouvert cet outil et qui ont eu des données confidentielles qui sont allées dans ChatGPT, ce que je déconseille. Après, il faut homologuer les modèles. Nous, on a une instance d'homologation des modèles pour être sûr qu'il n'y a pas de biais. C'est important qu'il n'y ait pas de biais. On ne veut pas faire des choses qui ne soient pas dans l'intérêt de nos clients et de l'entreprise. Et donc, on a des instances d'homologation des modèles d'IA qui surveillent aussi dans le temps qu'il n'y a pas de dérive. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, je dirais, sur un coin de table. C'est forcément encadré sur l'aspect des risques. Sur le sujet de la gouvernance de l'IA générative, comment là, Crédit Agricole s'en empare-t-il? Alors évidemment, pour homologuer ces modèles, on fait appel à des fonctions clés de l'entreprise, et en particulier dans le secteur bancaire, donc la conformité, la compliance, la direction des risques, y compris le DPO, pour être sûr que Data Protection Officer, pardon, pour être sûr que, encore une fois, d'un point de vue risque, conformité, on est bien. Et donc, il y a un comité qui homologue ces modèles dans le groupe Crédit Agricole, et c'est important de garder ça en tête. Guillaume Lefebvre, le sujet qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est tout l'impact humain de cette révolution de l'IA générative. Est-ce que le collaborateur va pouvoir être plus autonome grâce à l'IA? Le sujet du collaborateur augmenté, comment vous regardez tout ça? Alors, en premier lieu, je vais vous répondre oui tout de suite. Oui, plus autonome, oui, plus performant. Propos malicieux, je vais me greffer sur la question initiale vous parliez de la stratégie. L'IA générative va répondre à des sujets qui sont aux confins de la stratégie du groupe Crédit Agricole, mais je pense de la stratégie de beaucoup de nos confrères, d'ailleurs, qu'ils soient bancaires ou non bancaires, tels que Bouygues, tels que Engie, tels que Airbus, etc. Finalement, dans le triptyque entreprise, salarié, client, pour mobiliser un peu les parties prenantes, de quoi on se rend compte? C'est que les trois parties prenantes sont exposées à une multiplication des changements comportementaux, réglementaires, technologiques et maintenant aussi climatiques d'ailleurs. Donc ça suscite d'abord un vrai sujet, si vous me passez l'expression, de capacité de cerveau ou cognitive à embrasser tous ces sujets et pour répondre à votre question de manière très concrète, de telle sorte qu'il y ait un alignement des intérêts entre l'entreprise, les salariés et les clients. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet de tension que nous avons à résoudre et qui touche aux confins de la stratégie de ce groupe, à l'instar aussi d'autres, c'est que c'est un groupe qui grandit très vite. Donc on a de plus en plus de collaborateurs à former. Là où je suis en train de venir, c'est de vous dire qu'en matière de formation, il est inéluctable qu'on va avoir plus de formation demain ou de besoin de formation demain qu'hier. De la formation pour s'adapter à ces changements, de la formation parce qu'on a plus de collaborateurs à former, et de la formation parce qu'on a de plus en plus de situations inédites ou à dilemme. Et pour nous, à l'IFCAM, en collaboration d'ailleurs avec CATS pour déployer cet outil, on est en train de développer une Learning Experience Platform, c'est-à-dire une IA, de manière à optimiser la capacité de formation des collaborateurs.
L'IFCAM et le groupe Crédit Agricole, c'est en gros 412 000, 420 000 jours de formation par an. C'est une très très grande université quand on regarde les volumes. Et finalement, notre objectif au travers de cette LXP, c'est de dire qu'un collaborateur pourra se former de manière plus efficiente. Je dirais, sans forcer le trait, c'est même pas une question de productivité, c'est même pas une question d'argent. C'est une question de disponibilité. On fait déjà 4 jours et demi à 5 jours de formation par collaborateur par an pour 145 000. L'IA générative peut nous permettre d'optimiser la formation. Exemple, très concret, formation réglementaire, un collaborateur qui l'a fait une année, on va mémoriser en quelque sorte sa capacité à répondre à des questions et aller le diriger sur ses zones d'apprentissage. Autre exemple, un petit peu Amazon, on se rend compte qu'il y a des collaborateurs qui sont friands de formation et on peut leur dire écoutez, vous avez eu celle-ci avec succès, vous pouvez aussi tenter celle-ci. On va mettre à disposition beaucoup plus de capsules. Et pourquoi c'est important pour nous, c'est que vous voyez que ça va boucler avec la politique RH de ce groupe, c'est-à-dire qu'un collaborateur mieux formé, c'est un collaborateur aussi qui pourra faire de la mobilité. Et en faisant de la mobilité, il embrassera cette diversité de changements, etc. Donc pour nous, c'est ça l'enjeu de l'IA générative. Si vous me passez l'expression, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter depuis 3 ans, et à chaque fois je vous cite un auteur, je vais en citer un qui est un philosophe normand qui s'appelle Delatour. Pour nous, l'IA générative, finalement, c'est moins mettre le monde en équation, parce que ça fait peur à tout le monde, ces algorithmes et ça, que de le mettre en adéquation. Voilà. Il y a un sujet particulièrement important aussi, c'est la question des jeunes, comment on les prépare. On en parlait tout à l'heure avec d'autres intervenants, à bien utiliser ces outils, mais aussi à ne pas perdre leur sens critique qui est essentiel. Oui, ça c'est vraiment un sujet important pour nous. Je vais vous donner des exemples. On a évidemment des outils avec l'IA générative ou l'IA pas générative d'ailleurs, qui permettent finalement d'aller plus vite, de gagner en productivité, de se débarrasser de tâches moins intéressantes. Mais le sujet qui est important vis-à-vis des plus juniors dans leurs fonctions, c'est qu'ils continuent à apprendre et à monter en compétence sur leur métier. Je vais vous donner quelques exemples. Je prends un exemple simple sur lequel on a déjà mis de l'IA, qui est aider les conseillers à répondre aux questions rares. Je prends un exemple, nous on fait de l'assurance, beaucoup d'assurance, mais bon, vous avez votre cliente qui vient vous voir en agence et qui vous dit moi j'ai un abri de jardin au fond de ma maison, comment ça s'assure? Bon, alors je vous rassure, un conseiller de clientèle il ne sait pas, parce que c'est rare. Voilà. Et donc, l'intérêt de l'IA, c'est de l'aider à répondre à cette question rare, qui est comment on assure un abri de jardin dans une maison. Et ça, l'IA va répondre, parce qu'on lui a appris à répondre à ces questions rares. Mais les questions centrales, comment est-ce que j'assure un appartement qui fait 2 pièces à Paris, ça, c'est vraiment le job du conseiller. Il ne faut pas que ce soit totalement automatisé, il faut qu'il apprenne à maîtriser l'essentiel de son métier. De la même façon, un développeur, il faut qu'il apprenne à maîtriser l'essentiel de son métier et pas qu'il dise oui à tout. Je vais vous donner un exemple encore plus comique. Quand j'étais jeune, j'avais un collègue qui était très mauvais en orthographe. Je vous donne cet exemple parce que c'est très drôle. Et lui, donc, il faisait confiance à son traitement de texte. Et donc, il passait le correcteur orthographique et grammatical et il disait toujours oui. Quand vous dites toujours oui à votre correcteur, vous faites n'importe quoi. Eh bien, c'est ça l'enjeu de l'IA générative aussi, c'est qu'on apprenne à nos collaborateurs à bien l'utiliser, à avoir un sens critique par rapport aux propositions, pour pas toujours oui et faire n'importe quoi. Je ne vais pas vous quitter sans parler des objectifs de neutralité carbone que vous fixez et ces objectifs qui pourraient être mis à mal par l'IA générative. Là-dessus, quelle est votre vision des choses? Je pense que là-dessus, on va avoir 2 visions, mais très complémentaires. Moi, je vais m'inscrire dans les propos des personnes qui nous ont précédés, je crois que c'était Engie ou Bouygues, de dire que grâce à l'IA générative, pas uniquement, on va pouvoir aussi, de manière indirecte, vous savez, le fameux pilier 3, qui est si important pour les groupes bancaires, on va aussi pouvoir optimiser et aider de manière indirecte nos conseillers à contribuer à une forme de verdissement ou de décarbonation quand finalement on s'intéresse à de la mobilité verte, par exemple. Donc, de manière indirecte, effectivement, on peut voir quelles sont les externalités négatives, et je
pense que Laure les adressera, mais aussi les externalités positives qui vont nous permettre de manière active, si on conseille mieux nos clients, à aussi être des contributeurs ou des catalyseurs de décarbonation. Alors, plusieurs éléments en complément de ce que vient de dire Guillaume. Bon, le premier, c'est que quand on fait de l'IA générative, on n'est pas obligé d'utiliser finalement les moteurs les plus consommateurs de carbone, et on peut spécialiser nos moteurs pour pas qu'ils aient une base de connaissances trop large, et donc avec un domaine de compétences plus limité, on a des résultats carbone qui sont meilleurs. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est aussi de faire des économies carbone ailleurs. Ça, c'est un programme sur lequel on travaille énormément au Crédit Agricole, qui est de sortir des serveurs, sortir de la consommation carbone sur finalement notre système d'information dit legacy. Et je vous donne un exemple. Cette année, j'ai à peu près 10% de mon parc de serveurs qui est sorti. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, hein, ça n'arrive jamais en informatique. C'est vraiment du travail, essayer de voir où vos environnements sont surdimensionnés, décommissionner. Il faut décommissionner une partie de son SI, et donc c'est le décommissionnement du passé qui permet d'adopter de nouveaux outils, en particulier l'IA, sans augmenter son bilan carbone, et même au final en le réduisant, et c'est ce qu'on fait. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce partage.